crise climatique, elle est bien réelle, puis pour moi, c'est aussi une crise sociale. Si on avait agi quand je suis née il y a 30 ans, on ne serait pas en train de me demander, bon, 1,5 ou 2 degrés Celsius, dans quel monde veux-tu vivre? Dans les deux cas, pour moi, c'est des mondes qui sont catastrophiques. Alors, Catherine Gauthier, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tu es impliquée dans des organisations écologistes depuis l'âge de 15 ans. Tu as 30 ans aujourd'hui. Tu enseignes les négociations climatiques à l'Université de Sherbrooke. Tu détiens une maîtrise en droit et tu es directrice générale de l'organisation Enjeu. Dis-moi d'abord, Catherine, si tu retournes en arrière, qu'est-ce qui a déclenché ton souci, ta préoccupation pour la question écologique? Je pense que ça a commencé au secondaire, justement. J'étais quand même assez jeune quand j'ai commencé à m'impliquer dans des projets. J'avais une amie qui avait comme rêve de transformer. On avait un jardin intérieur à l'école, mais qui était vraiment laissé à l'abandon. Donc, il m'a un peu embarquée dans ce projet-là de revitaliser le jardin intérieur. Et j'ai vraiment pris goût, en fait, à m'impliquer avec le comité environnemental. Puis l'année suivante, quand j'étais en secondaire 5, je me suis lancée pour défi d'implanter le compostage avec la cafétéria de mon école secondaire. Je suis allée chercher des subventions à hauteur de 5 000 $. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai découvert même Environnement Jeunesse, Enjeu, à cette époque-là. Puis j'ai beaucoup lu. J'ai passé un été, en fait, avec l'ouverture de la grande bibliothèque à l'époque, à me renseigner sur les questions environnementales, questions climatiques, lire des ouvrages comme ceux de Claude Villeneuve qui nous alertaient vraiment déjà à cette époque-là, puis même bien avant moi, sur la crise climatique là, qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans tes termes, la crise climatique? Mhm. La crise climatique, pour moi, c'est le résultat d'une série d'enjeux liés au consumérisme, au capitalisme, à l'accumulation vraiment de biens, mais aussi à un système d'oppression, puis même de colonialisme. Je pense que la crise qu'on voit aujourd'hui nous amène à revoir fondamentalement c'est quoi le bonheur, qu'est-ce qu'on aspire à devenir comme société et comme personne. Puis aujourd'hui, malheureusement, on se définit beaucoup par ce qu'on possède. Donc, il y a vraiment toute cette vision-là qui est à changer. Puis si on était capable de tirer des leçons des gardiens du territoire, des gardiennes du territoire, les peuples autochtones, qui depuis des milliers d'années ont su vraiment vivre en harmonie avec la nature, je pense que ça nous amènerait à trouver des pistes de solutions contre la crise climatique. Si on en parle en des termes plus scientifiques, la crise climatique, pour moi, ce qu'on voit en ce moment, c'est le défi de limiter le réchauffement de la température mondiale à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Dans le contexte québécois, ça veut dire des augmentations de 3 à 4 degrés Celsius. Puis au niveau planétaire, c'est des pays entiers qui peuvent être engloutis. Donc la crise climatique, elle est bien réelle. Puis pour moi, c'est aussi une crise sociale. La crise climatique amène un regard complètement nouveau sur les relations internationales. Les crises humanitaires, par exemple, sont appelées à s'intensifier, surtout s'il s'agit de désertification, d'inondations, de déplacements de populations qui sont amenés à être plus fréquents. Les gens vont se déplacer en mode survie et malheureusement, ça risque d'exacerber des conflits. Ça nous oblige donc aussi, comme société, à être une société d'accueil bienveillante auprès de toutes les personnes. Tu arrives tout juste du sommet de Madrid. Qu'est-ce qui se passe dans ces grands sommets-là? De quoi il est question? Qu'est-ce qu'on y fait? De quoi on y parle? Depuis 1992, au moment où les pays du monde entier se sont réunis pour s'entendre sur une convention internationale là, sur la question climatique, il y a des rencontres des pays qu'on appelle la conférence des parties sur une base annuelle. C'est vraiment le sommet un peu ultime annuel où on va négocier de mesures à mettre en place pour limiter les impacts des changements climatiques, aussi tâcher de s'y adapter. Mais je vous dirais que les personnes qui vont là, par exemple, oui, il y a
des pays, il y a des représentants de la société civile, des médias, des experts, des observateurs. Mais ce qu'on a pu voir à Madrid, c'est vraiment un décalage phénoménal entre ce qu'on a pu voir comme mobilisation citoyenne dans les rues tout au long des derniers mois, puis la lenteur phénoménale des négociations. Les éléphants dans la pièce, c'est l'absence de financement de la part des pays les plus responsables de la crise actuelle. Puis en plus, d'avoir en fait aucun engagement à la hauteur de la crise. Pour résoudre la crise climatique. Si on a des pays comme le Canada qui ont des cibles qui sont totalement ridicules, ben, ça ne nous donne pas vraiment confiance en ce processus-là. De quoi tu parles quand tu dis des cibles ridicules? Mhm. Quel rôle joue le Canada Mhm. dans ces conférences-là? Bien, je pense que des pays comme le Canada, qui ont une énorme responsabilité historique, qui ont encore une responsabilité actuelle et des ressources financières, doivent minimalement montrer la voie, donc donner l'exemple, faire preuve de leadership. La cible actuelle du gouvernement canadien ne nous permet pas de limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés Celsius, bien que le Canada, à l'échelle internationale, se soit vanté d'avoir contribué au succès de l'accord de Paris. Alors, je pense que c'est un appel à la cohérence minimalement. C'est un peu nous prendre pour des cons que de tout simplement dire que oui, oui, le Canada est un leader, fait sa part, sa juste part, alors que c'est pas du tout le cas. Le Canada est parmi les pires émetteurs de gaz à effet de serre par capita, parmi les pays du G20. On n'a aucune excuse, en fait, en matière de changement climatique pour dire qu'on ne doit pas opérer une transition. Puis le fait qu'il y ait un lobbyisme très, très fort du côté des énergies fossiles, bien, est un frein majeur à l'action climatique à travers le Canada. On entend assez bien le lobby des écologistes et des organisations écologistes, mais il y a un lobby ou des lobbies qu'on entend moins, mais qui sont pourtant très actifs, le lobby du pétrole, des hydrocarbures ou le lobby du monde de l'aviation, par exemple. Quel rôle jouent ces lobbies-là dans les sommets internationaux? Dans ces sommets, on voit des magnifiques pavillons qui sont payés par des compagnies pétrolières ou qui ont fait vraiment des profits dans les énergies fossiles en général ou même dans le charbon. Je me rappelle de plusieurs conférences en Pologne, par exemple, où le commanditaire principal ben, fait la promotion du charbon comme une énergie propre. Donc, je pense que c'est un autre des éléphants dans la pièce qu'on va retrouver dans ces forums internationaux. C'est des énergies qui ont énormément de puissance, des compagnies qui vont influencer les négociations, échanger avec des négociateurs et qui, dans certains cas, font partie des délégations officielles des gouvernements. Alors, il y a une très forte proximité entre ces lobbies-là et le pouvoir politique, puis ils sont très présents. Je pense que c'est de plus en plus dénoncé. On en a d'ailleurs beaucoup parlé de la question des énergies fossiles à Madrid, bien que ça ne se soit pas reflété là, dans les décisions finales. On sait que ces lobbies-là ont accès au cabinet du premier ministre, par exemple, au Canada, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois dans le temps d'une Ouais. législature. Est-ce que les écologistes ont autant accès au pouvoir au Canada? Je pense qu'il y a plusieurs rapports qui l'ont démontré. Les compagnies ont beaucoup plus accès que les groupes environnementaux, même les groupes communautaires, les groupes pour la justice sociale, aux titulaires de charges publiques en général. Donc ça, je pense que c'est un déséquilibre qu'on se doit de corriger quand on parle de travailler pour le bien commun. C'est sûr que c'est peut-être une vision qui est un peu naïve ou idéaliste, mais je pense qu'on a quand même besoin de remettre les choses en ordre puis de se dire, bien, on devrait davantage être au service des gens, des travailleurs, que des compagnies ou d'un mode de consommation où on met la croissance à tout prix. Je ne pense pas que le PIB qui fluctue d'une année à l'autre soit un réel indicateur de bonheur individuel. Je ne pense pas qu'on suive ça au jour le jour non plus, puis que ça vienne jouer un rôle significatif. En contrepartie, quand on parle de projets de société qui vont être mobilisateurs ou de soins, de services sociaux, là, on peut faire une réelle différence. Donc, en termes d'influence, c'est sûr que les groupes communautaires, les groupes environnementaux arrivent même pas à la cheville là, des compagnies pétrolières ou même gazières. Comment on se sent quand on est une Canadienne, une Québécoise, puis qu'on se retrouve dans un sommet international où le Canada est clairement un joueur qui est du mauvais bord de la clôture, Mhm. si on peut dire? Je pense que participer à ces conférences-là comme Canadienne,
je pense qu'il faut exprimer une forme de solidarité. On est tous un peu dans le même bateau. Puis, je suis là aussi pour être empathique par rapport à la situation qui est vécue, que ce soit par d'autres jeunes ou d'autres communautés ailleurs dans le monde. Comme je poursuis mon gouvernement pour exiger des actions à la hauteur de la crise climatique, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres jeunes qui poursuivent, qui font des démarches similaires ailleurs dans le monde, avec des rencontres vraiment très marquantes. Même, je pense à Solomon, qui vient d'un État insulaire, qui porte d'ailleurs son prénom. Puis de pouvoir tisser ces liens-là, de se rendre compte que peu importe la responsabilité historique de notre pays, si on en revient aux individus, on partage des luttes qui sont similaires, des difficultés qui sont similaires, mais bien sûr, je dirais que le risque ou la vulnérabilité est sans commune mesure. Solomon, lui, risque de perdre son pays, sa famille à une prochaine catastrophe météorologique extrême, a du mal à imaginer juste survivre dans son pays. Tandis qu'ici, ben, je vais sans doute avoir accès à un filet social qui est un peu plus grand. Je ne serai probablement pas menacée d'être tuée au jour le jour par mon gouvernement, alors que Solomon peut être dans un contexte comme ça. Fait que je pense que c'est important de tisser ces liens-là, puis quand on se bat ici, ben aussi de penser aux personnes à l'international, parce qu'on est, en tout cas, je suis véritablement dans une situation plus privilégiée que la moyenne. Dans ma vie, ça veut dire de porter quand même un lourd fardeau. Une fois qu'on prend conscience de la crise climatique, de nos liens aussi avec d'autres jeunes ou d'autres personnes dans le monde, ça nous oblige à tenter de faire le meilleur pour nous, mais aussi pour la planète, l'environnement dont on fait partie. Puis je pense que ça nous ramène aussi à la pertinence même de nos existences, à quoi ça sert. C'est pour vivre dans une société consumériste où le bonheur s'évalue ou se chiffre en fonction de notre compte de banque. Explique-moi ça maintenant pour que je comprenne. C'est de plus en plus, on entend parler de plus en plus de poursuites à travers le monde, de gens, de jeunes particulièrement, qui poursuivent leur gouvernement sur la question des changements climatiques. Donc, toi, tu es à la tête d'une organisation qui s'appelle Environnement Jeunesse, qui a intenté une poursuite contre le gouvernement du Canada. Peux-tu nous expliquer un peu ça? Si on pense à la question des changements climatiques, des impacts qui vont s'intensifier pour 2030-2050, c'est des impacts que je vais personnellement vivre à 40 ou 60 ans. Les changements climatiques viennent faire reposer un fardeau qui est sans commune mesure sur les plus jeunes générations et celles à venir. Et il y a là des éléments fondamentaux d'injustice, d'inéquité entre les générations. Puis le Canada, par exemple, au même titre que d'autres pays, sont pleinement conscients des impacts à venir des changements climatiques. On a une multitude de rapports qui nous disent qu'il va y avoir plus de décès, des vagues de chaleur, des feux de forêt, des maladies qui se propagent ou encore une perte de la biodiversité. Donc, on sait, on est pleinement conscient des impacts et pourtant, nos gouvernements ne font rien pour protéger notre avenir. Donc, cet élément-là d'injustice et d'inéquité d'une génération à l'autre nous a amené à présenter une action collective pour dénoncer des violations à nos droits fondamentaux, que ce soit le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit qu'on a dans la Charte québécoise de vivre dans un environnement sain, à la protection de la biodiversité, puis finalement le droit à l'équité. Donc à l'égalité entre les générations. Puis par ce recours-là, on dénonce d'une part le fait que le Canada n'a pas une cible qui est suffisamment ambitieuse ou minimalement adéquate pour respecter ses engagements climatiques dans le cadre de Paris. Puis on peut remonter même au cours des 25 dernières années, le Canada n'a jamais eu de cible qui était adéquate, puis ne les a pas non plus respectées. Et le deuxième élément, c'est que le plan qu'on a à l'heure actuelle ne nous permet même pas d'atteindre cette cible qui est jugée inadéquate, et ce, uniquement dans la théorie. Or, on sait que dans la pratique, souvent, ben, nos résultats sont moins bons que ceux qui sont anticipés ou planifiés. Puis par le recours, on veut véritablement inciter le Canada à se doter d'une cible adéquate, mais aussi d'un plan concret, puis de créer également un fonds pour lutter contre les changements climatiques et s'y adapter. Qu'est-ce que on risque de gagner? Si Environnement Jeunesse et si votre poursuite va de l'avant, qu'est-ce qu'on peut gagner?
Je pense qu'on a déjà gagné à plusieurs niveaux, donc d'élever dans le débat public les liens entre les droits fondamentaux, les droits humains et la crise climatique. Puis le juge de la Cour supérieure a d'ailleurs reconnu que la question climatique est une question justiciable. Environnement Jeunesse intervenait aussi à la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dieselgate ou Volkswagen, qui est menée par la QLPA depuis plusieurs années. Et on a pu entendre des juges de la Cour suprême dire, ben aujourd'hui, il faut faire évoluer le droit en fonction de la réalité des changements climatiques. Donc, ça permet de faire évoluer notre interprétation du droit, de ce qui est attendu, des normes. Donc, ça, c'est un élément qui est fondamental. Ensuite, on peut s'inspirer de d'autres cas comme celui de la Fondation Urgenda aux Pays-Bas, où la Cour a décidé que le gouvernement devait adopter une cible beaucoup plus ambitieuse et un plan concret. Et donc, ça nous donne certaines poignées de plus Mhm. pour assurer une protection de l'environnement, mais également des gens. Est-ce que Mhm. tu penses que l'avenir ou les solutions vont venir du système de justice, des Mhm. systèmes de justice? J'aimerais ça pouvoir répondre que les systèmes de justice vont vraiment contribuer de manière importante à la résolution de la crise. Je pense que c'est un outil dans notre coffre à outils parmi tant d'autres. Si je pense à Environnement Jeunesse, cette poursuite climatique-là est un des projets qui est majeur, qui vise à amorcer vraiment une réflexion sur la question des droits humains, du respect des engagements pris à l'international. Puis on voit vraiment qu'il y a une judiciarisation des engagements climatiques parce qu'il y a véritablement ce qu'on peut appeler une forme d'échec de la communauté internationale à résoudre la crise climatique. Si on avait agi quand je suis née il y a 30 ans, ben, on ne serait pas en train de me demander, bon, 1,5 ou 2 degrés Celsius, dans quel monde veux-tu vivre? Dans les deux cas, pour moi, c'est des mondes qui sont catastrophiques parce qu'on va perdre de la biodiversité, on va perdre des îles, on va perdre des personnes, des animaux. Donc, c'est déjà dans les deux cas des scénarios catastrophes. Là, ce qu'on nous demande ou ce qu'on demande à ma génération, c'est de poser des actions pour que ce soit pas trop pire. C'est vraiment un dilemme qu'on a à porter sur nos épaules, qui est aussi à la source de beaucoup d'angoisse et de crainte et de peur de la part des plus jeunes. Quel portrait tu ferais de nous en nous comparant avec les habitants du reste du monde? Quelle responsabilité on a dans le bilan de l'humanité en regard de nos émissions de GES? Le constat pour le Québec est plutôt sombre. Je pense que on se trouve très bon en fait au Québec, notamment parce qu'on a une production d'énergie qui est pratiquement 100% renouvelable, mais on oublie l'autre côté qui est notre consommation. Notre consommation d'énergie fossile est importante, elle est comparable à ce qu'on peut voir dans d'autres pays industrialisés. Notre consommation d'eau est phénoménale, notre gestion des matières résiduelles est gênante. Donc, je pense que le Québec, les Québécois, les Québécoises ont encore tout un travail à faire au niveau de prendre conscience de leur propre impact sur le monde. Souvent, on va se comparer au pire, à l'Ouest canadien ou même aux États-Unis. Or, on- ça n'empêche pas que notre bilan est extrêmement mauvais. On a de très mauvais résultats en matière d'action climatique et pourtant, on se mobilise beaucoup. Donc, je pense qu'au niveau de la mobilisation, de l'effort collectif, les gens y sont prêts. C'est vrai, on sort beaucoup dans les rues. On était 500 000 le 27 septembre. Mhm. On en parle beaucoup, mais on agit très peu. C'est très difficile de venir changer les manières dont on vit, de faire cet exercice-là de conscience. Puis je pense qu'on ne peut pas blâmer non plus les individus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Même si du jour au lendemain, je voulais décider, par exemple, de me débarrasser d'un véhicule, bien, si j'habite pas près d'un grand centre et qu'il n'y a aucune option de transport, bien, on ne peut pas non plus se résigner à rester cloîtré à la maison. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effort collectif à faire. Puis cet effort-là, je ne le sens pas encore. On ne le voit pas, en fait. Il faut voir une manière différente de travailler. Puis, je pense qu'avec toute la nouvelle génération de jeunes qui se mobilisent, on en a des pistes de solutions. Pour 2030 ou 2050, on parle déjà de réduire, par exemple, le temps de travail, de travailler davantage à domicile. Donc, si on pouvait passer de 5 jours de travail 9 à 5, souvent en milieu urbain, à 3 jours, on peut déjà réduire d'à peu près 40 nos déplacements liés au travail. Si on dégage aussi plus de temps dans notre horaire, on peut cuisiner davantage, faire soi-même, s'impliquer dans la communauté, dans toutes sortes de projets.
Puis je pense qu'il y a des éléments là qui sont essentiels au niveau de la résilience, parce que les impacts des changements climatiques, on les vit déjà, mais ils vont être appelés à s'accentuer, que ce soit des inondations, par exemple, ou d'autres catastrophes, là. Qu'est-ce qu'on fait bien? Au contraire, qu'est-ce qui te donne espoir dans le Québec Mhm. d'aujourd'hui? Je pense que le Québec doit comprendre que c'est parmi les sociétés les plus privilégiées dans le monde. C'est pas vrai qu'on n'en a pas d'argent. Euh, L'argent, on a une capacité à mobiliser des fonds pour opérer une transition, pour se doter de toutes sortes de structures sociales. Le Québec est assez pionnier au niveau, par exemple, des centres de la petite enfance, de l'accessibilité de l'éducation. Donc, on fait partie des sociétés les plus riches ou qui ont le plus de capacité à s'adapter à la À crise climatique, transformer à leur économie. transformer la Mhm. manière de penser. Puis on est une société aussi qui aime quand même se mobiliser. On l'a vu avec 1,5 million de personnes seulement à Montréal le 27 septembre 2019. Je pense que les gens sont prêts, veulent faire partie de cet effort collectif. Puis à la différence de peut-être d'autres sociétés dans le monde, il y a relativement un consensus sur l'action climatique. Les travailleurs, les syndicats, même bon, les jeunes, les experts, les scientifiques, tout le monde s'en va pas mal dans la même direction, c'est sûr, bon, avec beaucoup de nuances, mais je dirais qu'il n'y a pas une opposition qui est aussi marquée que dans d'autres sociétés. Donc, on a vraiment tous les outils pour l'opérer, cette transition-là, puis être maître de cette transition plutôt que de la subir. Qu'est-ce qui nous empêche d'être cette société du développement durable ou de la transition écologique? Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de freins qui font en sorte qu'on n'a pas vu cette transition-là. Déjà, dans la manière dont on parle, que ce soit au niveau bon, des décideurs ou même dans certains groupes écologistes, on va souvent dire pas le droit d'utiliser un char, pas le droit de prendre une douche de plus de 3 ou 4 minutes, pas le droit de manger de viande. Donc, on est beaucoup dans le pas le droit de et non pas dans construire une vision positive de à quoi ça ressemble vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pense qu'on a besoin de créer cet imaginaire collectif-là. Puis, c'est pas des idées qu'on entend beaucoup. Puis je pense que la créativité des Québécois, des Québécoises peut jouer un rôle à ce niveau-là pour le créer, ce monde-là, puis le communiquer. C'est quelque chose qui fonctionne mieux, à mon sens, que d'énumérer une série d'interdictions ou encore d'être dans la culpabilité individuelle. Les autres éléments au niveau québécois, bien, c'est sûr que les gouvernements ont un rôle énorme à jouer. C'est pas normal qu'on soit encore en train de débattre de projets comme le troisième lien à Québec, comme GNL pour venir augmenter la production gazière ou encore ben, de venir annuler, saper les protections des populations de caribous, par exemple. Mhm. Donc, je pense qu'il y a un leadership à prendre. Puis ça prend beaucoup de courage. Je ne dis pas que c'est facile. On a besoin de gens qui sont courageux, des personnes courageuses qui nous représentent. Puis je pense que les citoyens doivent aussi maintenir la pression. On se rapproche du point de bascule qui est essentiel pour opérer cette transition-là. Ensuite, ben, il faudra voir si nos décideurs sont à la hauteur, comprennent bien le message. Dès qu'on prend conscience de l'ampleur de la crise climatique, des impacts à venir, que ce soit en termes de santé publique, de liens sociaux ou encore d'impacts comme la disparition des États insulaires, c'est impossible de revenir en arrière. Toi qui diriges une organisation qui s'appelle Environnement Jeunesse, est-ce que tu dirais qu'il y a une progression dans le niveau de conscience et est-ce qu'il y a dans les cohortes, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une progression? À quoi ressemblent les jeunes sensibilisés à la question écologique en 2019? Je pense que les jeunes sensibilisés se ressemblent beaucoup au cours des dernières années. On est encore en train de parler des notions de base de la crise climatique. Avec le programme Jeunes Leaders pour l'environnement, on a des jeunes qui s'impliquent partout au Québec pour offrir, par exemple, des conférences pour sensibiliser leurs pairs, puis aussi offrir des pistes de solutions, des alternatives pour réduire son impact sur l'environnement. Puis des choses aussi essentielles que les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 ou 2 degrés Celsius? Qu'est-ce que ça change littéralement? Ce pas des notions qui sont comprises. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de cours de base sur la science du climat ou sur différents modes de vie, différentes visions du monde également, je pense que ce travail-là va être continuellement à refaire parce qu'on n'a pas,
on n'a rien intégré, en fait, dans notre cursus formel. Puis ensuite, ben, les gens qui ont terminé l'école n'ont pas nécessairement accès à des formations continues. Maintenant, tu es de retour de Madrid. Euh, tu reviens dans ta vie d'écologiste québécoise. Qu'est-ce qui te donne espoir que on va tout à l'heure être une société du 21e siècle ici au Québec? Mhm. Bien, je pense qu'il n'y a rien qui est garanti. On peut très bien échouer en matière climatique. Puis l'échec, ben, pour moi, ce serait de dépasser les 3-4 degrés Celsius, ce vers quoi on s'en va en ce moment. Fait que pour moi, c'est même difficile d'avoir beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis si je continue à m'impliquer au même titre que d'autres jeunes ou d'autres personnes qui sont peut-être dans des contextes plus difficiles, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'autres issues. Je vois pas d'autre façon de vivre que de se battre tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Puis souvent, on me posait la question, même plus jeune, bon, quand est-ce que tu vas revenir ou passer à autre chose? Ou c'est quoi ton prochain objectif de carrière? Ben moi, ça fait déjà la moitié de ma vie que je m'implique. Ça a vraiment transformé mon parcours que de rencontrer des jeunes qui s'impliquaient aux Maldives, à Tuvalu, ou même sur le continent africain quand j'avais 16 ans. C'est sûr que c'est des rencontres qui m'ont marquée. Puis ensuite, je me suis dit, ben, j'ai pas tellement le choix de bouger moi-même, puis de tâcher de mettre un peu mon grain de sel, puis de contribuer à cet effort collectif. Euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais peut-être. Puis sinon, si ça t'est jamais arrivé, qu'est-ce que tu leur dirais si tu as devant toi les gens qui sont chargés de négocier pour le Canada dans Mhm. les sommets internationaux? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Mhm. Bien, j'ai souvent l'occasion d'échanger avec des négociateurs, que ce soit du Canada ou d'autres pays. Souvent, les négociateurs sont des fonctionnaires. Puis quand on leur pose des questions difficiles, on le sent qu'ils sont tiraillés, puis qu'ils aimeraient bien qu'il y ait un ministre, un ministre de l'Environnement qui soit là pour répondre à leur place, parce que dans bien des cas, c'est des questions d'ordre politique. Donc, Par souvent, les exemple, est-ce que fonctionnaires. vous subissez un lobby des pétrolières? Oui, bien, à ce moment-là, c'est pas nécessairement les fonctionnaires qui vont subir cette pression-là, mais le volet politique qui est en place. Mhm. Fait que je pense que on le voit quand même assez clairement quand c'est des questions d'ordre politique. Puis j'ai eu l'occasion, par exemple, de rencontrer des fonctionnaires au niveau québécois, d'être mécontente, qu'ils l'entendent bien. Mais je pense qu'on a beaucoup d'alliés, beaucoup plus d'alliés au sein de l'appareil gouvernemental qu'on ne le pense. Puis souvent, c'est des messages qui doivent percoler, que ce soit au premier ministre ou aux ministres eux-mêmes, qui ont ce rôle-là politique de faire des arbitrages. Toi, pour finir, est-ce que tu aspires à faire de la politique plutôt Mhm. ou tu préfères te concentrer sur les organisations écologistes? C'est quoi ton plan Mhm. pour la suite? Mon plan pour la suite, c'est certainement continuer à me battre. Pour le moment, j'ai pas décidé de me lancer en politique, puis c'est pas quelque chose que je me vois faire à court ou même à moyen terme, parce que je sens que en faisant, par exemple, des activités de mobilisation, des manifestations, en poursuivant le gouvernement, j'ai un rôle important que je peux jouer. On avait des discussions avec d'autres jeunes aussi en disant il va falloir un jour quand même que notre génération cesse un peu de bouder cette arène-là, parce que si on veut changer ce système un peu oppressif qui nous embarque dans un moule, qu'on se dit ben, que c'est à prendre ou à laisser, ben, il va falloir une nouvelle génération qui dit ben, nous, on arrive, puis on change complètement ce statu quo-là, on le remet en question, puis on s'implique, que ce soit au niveau provincial, municipal ou même fédéral. Mhm. Merci beaucoup, Catherine Gauthier.